Ce graphique vous dit peut-être quelque chose, c'est le baromètre de la confiance des Français envers leurs médias. Et s'il fait peur à beaucoup de journalistes, c'est parce que cette année encore, il fait grise mine. Depuis un pic en 2015, il baisse, la télévision passe sous la barre des 40% de confiance et touche son plus bas historique. Les autres médias ne font pas beaucoup mieux. Alors forcément, les médias ont commencé à chercher des solutions à ce problème de confiance. Et moi, il y a 2 ans, j'avais réfléchi au lien entre confiance et image sous un prisme français. Puis je suis parti étudier à New York. J'ai vu l'explosion d'un média bien précis, Vox, et avec lui d'un journalisme très particulier, le journalisme explicatif. Si l'engouement pour ce genre de journalisme est récent, le terme, lui, n'a rien de neuf. Nous sommes en 1987, le comité Pulitzer remet le 3e Pulitzer de l'histoire, catégorie journalisme explicatif. À cette époque, le journalisme explicatif, c'est ça, une enquête de près de 130 000 signes, comme celle réalisée par le lauréat du premier prix, John Franklin, sur une nouvelle science, la psychiatrie moléculaire. Long, didactique, documenté, ce journalisme est la quintessence du journalisme réalisé avec du temps et des moyens. Ça, c'était jusqu'en 2014. Le 21 janvier 2014, le Washington Post annonce le départ d'Ezra Klein, reporter politique à succès, véritable figure du journal. Dans la foulée, ce dernier annonce la création d'un média pour le conglomérat Vox Media. Il s'appellera Vox et il fera entièrement du journalisme explicatif. We can build all of the context so that in order to begin to understand the news, you don't need to read it for a long time and understand 20% of the first article, then 23% of the second, then 25% of the fifth. We can actually just put the information there for you. Malgré les critiques du début, notamment sur la difficulté de monétisation des contenus, ces médias tiennent le coup et gagnent en popularité, créant petit à petit une définition moderne du journalisme explicatif. En France, c'est Le Monde qui s'en est saisi, proposant sur son site et ses réseaux du contenu labellé Explication, qui reprend en grande partie les codes du journalisme explicatif. Vous ne vous demanderez plus jamais où vous avez déjà entendu ça. Donc on a pris un virage officiel dans ce sens-là en 2016-17 à peu près. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que cette manière de raconter les choses fonctionnait assez bien et qu'en plus de ça, elle allait pas mal dans le sens de ce qui se passait sur YouTube notamment et sur la vidéo plus largement sur Internet, où il y avait vraiment toute une branche qui se développait sur l'idée d'expliquer des trucs compliqués aux gens, rapidement ou pas d'ailleurs, mais enfin de manière synthétique et assez exhaustive. Bon, mais de quel modèle est-ce qu'on parle vraiment ? Pour le savoir, j'ai pris 15 vidéos explicatives du Monde et 15 de Vox pour tirer au clair ce qui fait vraiment une vidéo conforme au canon du journalisme explicatif actuel. Chaque vidéo commence par une introduction qui a en moyenne la même durée, autour de 12,5% du temps total de la vidéo. Elle explique l'intérêt du sujet, pose le contexte et souvent une question. Dans la suite de la vidéo, on voit qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup d'infographies. En moyenne, c'est 30% de la vidéo chez Le Monde, 38% chez Vox. De quoi faire du motion designer un membre à part entière de la rédaction. Il y en a toujours 2 ou 3 minimum qui travaillent avec nous chaque jour. Pour le journaliste, c'est aussi une nouvelle compétence à développer. Il faut désormais la jouer collectif. Chaque jour, plus de 200 mètres cubes d'eau sont déversés sur la centrale. Sauf qu'en arrosant les réacteurs, l'eau récupère des particules radioactives et devient elle aussi radioactive. C'est la raison pour laquelle... Il y a beaucoup de motion design quand même dans cette vidéo. C'était avec ma collègue Elsa et donc on a fait un storyboard et ça prend quelques heures aussi à faire, de réflexion, etc. Et après, eux travaillent de leur côté. Nous, on fait le mixage en premier, comme ça on peut leur envoyer notre voix, enfin la voix plus la musique. Et eux, par-dessus ce son, ils font un peu de la magie, ils font des dessins animés dessus. Bon, revenons à notre modèle de vidéo, car il nous reste encore près de 50% des vidéos à disséquer. Et ces 50%, ils sont composés d'éléments qui sont entrés dans l'arsenal visuel du journalisme explicatif. Le plus embêtant, c'est qu'on ne sait toujours pas si... Ça veut dire qu'on les remet en état. A lot of designers have lots of how do we know what's real? Hawaii is a fascinating idea. Former top members of the Trump camp. Enfin, ces vidéos ont un tapis musical quasi permanent, avec en moyenne 8 thèmes différents chez Le Monde, 5 chez Vox. Une omniprésence de la musique qui peut paraître surprenante, mais qui joue un vrai rôle sur le rythme de la vidéo.
Devant le tableau, c'est Stéphane Poulain, directeur de la librairie musicale RFI Instrumental. Il a vu la demande pour ce type de musique grandir ces dernières années. J'ai qualifié personnellement de musique narrative, voilà. Et dedans, vous avez des musiques qui ont la structure de boucle, avec des petites variantes quand même pour pas que ce soit trop fatigant. On raconte une histoire où on fait état d'une situation, et après on passe à la démonstration. Donc c'est comme si on tournait une page. À ce moment-là, la musique souvent s'arrête et repart sur la démonstration, ou une autre musique, mais avec la même structure, repart sur cette démonstration. Et ce genre de musique, effectivement, est de plus en plus utilisé. Ça fait beaucoup d'éléments. Pour la vidéo de Fukushima qu'on a à l'écran, comptez 2 semaines de production pour Asia, journaliste chevronné. Je dirais que je passe finalement assez longtemps sur le fond. Je dirais 60% sur le fond, 40% sur la forme. Donc c'est-à-dire en gros tout ce qui est recherche, écriture, interview, c'est le fond. Et montage, tournage, poser la voix, c'est la forme. Donc oui, je dirais que j'ai passé quand même 2 jours à juste lire des trucs, passer des petits coups de fil. 2 autres jours à écrire tout en ayant des interviews plus longues par Skype, au téléphone encore, en vrai aussi, à faire des tournages d'interviews. Une fois qu'on a fini une V1, on envoie cette V1 au chef, qui le relit, qui fait des retours, on corrige, on fait une V2. Donc tout ça, je prends je pense 5 jours au moins, voire 6. Ça dépend des sujets. Et après le montage, donc, une fois que tout est validé en termes de fond, on pose sa voix. Moi, sur une vidéo de 7 minutes comme celle de Fukushima, 7000 signes, ça me prend 2 heures au studio, 1h30. Et ensuite, le mixage, qui est très très important, ça prend une journée. Et ensuite le montage, et ensuite la relation avec le motion designer, justement, dont on parlait un peu tout à l'heure. Bon, bien sûr, on parle ici de moyenne. En réalité, ces pourcentages, le nombre d'interviews, de musique, varient d'une vidéo à une autre, et il y a une raison structurelle à cela. Hey everyone, I'm Ranjani, here to announce a new series we're starting called Missing Chapter. Vox, comme Le Monde, déclinent leur format de base en série. Thank God for Fox News. Vox, ce sont les champions de ce genre de série. Elles permettent aussi de structurer l'offre, de rendre le choix plus simple à l'utilisateur, mais aussi aux annonceurs. Car elle permet de segmenter l'offre éditoriale, et donc de la monétiser plus facilement. Prenons l'exemple de la série The Goods par Vox. Elle traite de la consommation, ses lieux, ses produits, et est sponsorisée par American Express. And thank you to our sponsor, American Express. Amex has a credit card feature that gives you... Les annonceurs l'ont bien compris, ce journalisme qualitatif et incarné crée un lien entre le journaliste à l'écran et les spectateurs. Un lien de confiance qui est monétisable. Car ces téléphones, on pourrait les faire Chez Le Monde, pas de pub en fin de vidéo, mais des partenariats avec des diffuseurs. À la rentrée, donc le format plan B qui en gros a pour ambition d'aller à la rencontre des gens qui inventent un peu le monde de demain. C'est un format qu'on a imaginé en juin 2019, il y a 6 mois en gros. Et en fait, ce format-là, effectivement, est le fruit d'un partenariat avec Facebook qui, au début de l'année, a lancé cette campagne d'aller solliciter des médias en leur disant « on va vous donner de l'argent pour faire des formats qualitatifs sur notre plateforme qu'est Facebook ». Et nous, on leur a dit « ok ». Mais il y a des conditions, et la condition, c'est que c'est nous qui choisissons le format. On vous le propose et vous nous dites oui ou non, mais enfin c'est nous qui décidons de ce qu'on a envie de faire. Et deuxièmement, c'est nous qui avons le final cut sur les sujets produits. Il y a un autre partenariat en cours, c'est avec YouTube, qui, suivant la même logique, a noué des liens avec certains titres, certains médias qui font généralement au préalable de la vidéo sur leur plateforme. Et c'est un peu la même logique, c'est de dire, nous, on aime bien ce que eux nous disent, on aime bien ce que vous faites, vous produisez des choses cool pour YouTube, nous, on est prêt à vous donner de l'argent pour que vous développiez des formats qui collent à ce qu'on fait en amont. Qu'on monétise via des entreprises privées ou des diffuseurs, il y a des difficultés des deux côtés. D'une part, il y a un risque de détournement et de dégradation de ce lien de confiance. De l'autre, une dépendance croissante envers les diffuseurs qui fragilise les entreprises de presse. Pour les journalistes et les médias,
La question de cette image, de sa gestion, devient un véritable enjeu. That process of ours, it's not cheap. But we think it's why you're here. So, to keep making more and better work, we could really use your support. Si cette relation avec le spectateur pouvait être directement monétisée, sans passer par la publicité. En décembre 2018, Vox créait le Video Lab, un programme de soutien via la plateforme YouTube. Donner 5 ou 10 € par mois permet aux mécènes de la chaîne d'avoir des contenus issus des coulisses, de poser des questions à l'équipe de création ou d'avoir une relation plus directe avec les membres de Vox. Enfin, une dernière piste de monétisation à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. Oui, Vox est sur Netflix. Ça s'appelle Explained. Ce sont de courts documentaires d'une quinzaine de minutes qui reprennent les codes du journalisme explicatif. C'est la première fois que le journalisme, qu'un acteur de la presse, s'invite chez le leader de la vidéo à la demande. C'est peut-être une piste à explorer, une évolution logique d'un journalisme qui cherche à être toujours plus qualitatif, brouillant de plus en plus la frontière entre vidéos d'actualité et documentaire web.